téléspectateurs d'Alafia TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% jeune, Code 9. Comme toujours, je suis très ravie de partager ce petit moment de détente en votre compagnie. L'invité de cette semaine est un spécialiste de la question. Quand je dis spécialiste de la question, du thème d'aujourd'hui, évidemment. Lui, c'est Dr Souma Kodjo. Il est gynécologue obstétricien. Donc, voilà, il est là avec nous. Docteur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Ça va? Oui, très bien, Dieu merci. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs de Alafia TV. Bonsoir Jennifer Adi. Bonsoir Merci Maman. beaucoup. Ok. Oui. Merci. Installez-vous confortablement. Merci, je suis confortablement aussi. D'accord, tout de suite. C'est la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Dr Souma Kodjo est un gynécologue obstétricien marié et père de 3 enfants. Né à Bourem, il est le fils d'Adama Kodjo et de Hadijatou Hamidou Haidara. Il a fait ses études primaires et fondamentales à Bourem, ensuite le lycée Yanamega de Gao où il a obtenu son baccalauréat série SBT, puis la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomologie où il a obtenu le diplôme de médecin généraliste. Par la suite, il se spécialise dans le domaine de la gynécologie obstétrique à la faculté de médecine et d'odontostomologie à l'université de Bamako. Il est actuellement en formation pour le diplôme universitaire en échographie générale. Il est le chef de service adjoint du CCRF de la commune 3, point focal VBG, violence basée sur le genre, audit des décès maternels et périnatales. Il est aussi le trésorier général de la SOMAGO, la Société malienne de gynécologie et d'obstétrique. Voici pour vous le débat. Voilà, comme je l'annonçais, le spécialiste de la question est là. Nous allons parler d'un thème qui nous interpelle tous, mais particulièrement nous les femmes. Donc voilà, le thème de la semaine est le cancer du col de l'utérus. Donc nous avons fait appel au docteur pour nous donner plus d'explications à ce sujet. Donc docteur. Oui. Depuis un bon moment, on reçoit des messages d'Orange Mali qui nous dit le dépistage du cancer du col de l'utérus, allez vous faire dépister, c'est gratuit et tout. Donc je voudrais savoir c'est quoi concrètement le cancer du col de l'utérus. Merci. Bonsoir encore nos téléspectateurs. Donc j'ai le plaisir ce après-midi de vous entretenir par rapport à ce thème qui est le cancer du col de l'utérus. Alors, mesdames et messieurs, le cancer du col de l'utérus est une charge pour les femmes à travers le monde. Le cancer du col de l'utérus est un important problème de santé publique, psychologique et social. Mesdames et messieurs, imaginez que nous avons 500 000 nouveaux cas avec 270 000 décès dus au cancer du col de l'utérus chaque année à travers le monde. Je dirais que le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe aux dépens des cellules du col. Le col est constitué de 2 parties. Nous avons l'endocole et l'exocole. L'endocole, il est en direction de l'utérus et l'exocole qui est en direction du vagin. La grande majorité des cancers naissent au niveau de l'épithélium de la muqueuse du col. On parle alors de carcinome dont on distingue 2 types. Nous avons les carcinomes épidermoïdes qui représentent 85% des cas de cancer du col de l'utérus qui se développent essentiellement sur l'exocole. Et nous avons les adénocarcinomes qui représentent 15% des cas et qui se développent essentiellement sur l'endocole. En termes, voici un grosso modo ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. D'accord, docteur. Maintenant, quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus? Très belle question, madame. Les causes du cancer du col de l'utérus, nous avons
l'infection à Human Papillomavirus, HPV, et surtout le type 16 et le type 18 qui sont les plus incriminés. Bien sûr, qui sont à l'origine de la métaplasie de l'épithélium. La métaplasie, c'est la transformation, bien sûr, au niveau de l'épithélium. On parle dans les cas de lésions, on parle ici des cas de lésions précancéreuses qui peuvent potentiellement, bien sûr, évoluer en cancer du col de l'utérus. Donc, parce que avant qu'on arrive au cancer du col de l'utérus, nous avons d'abord déjà ce qu'on appelle les dysplasies, les lésions précancéreuses. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle les gens à aller vers le dépistage. C'est ça. Parce que plus on dépiste très tôt les lésions précancéreuses, plus la chance de guérir est énorme. Alors, en termes de causes également, nous avons la précocité des rapports sexuels. Le nombre de partenaires sexuels, plus ils sont nombreux, plus le risque augmente. Nous avons également le tabagisme. Heureusement, au Mali, la plupart des femmes ne fument pas. Nous avons également l'utilisation prolongée des contraceptifs hormonaux. Certaines infections sexuellement transmissibles, telles que la chlamydiose, l'herpès génital. Nous avons également les traitements immunosuppresseurs, bien sûr, qui vont abaisser les défenses immunitaires et rendre l'organisme plus vulnérable aux infections. Et alors, nous avons également la multiparité, les femmes qui ont fait beaucoup de maternité. Et bien sûr, nous avons également l'infection à VIH. Voici quelques causes, entre autres, du cancer du col de l'utérus. Mesdames et messieurs. Docteur, oui. Maintenant, en parlant de dépistage, comment se fait le dépistage? Très bien. Alors, par rapport au dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est très simple. C'est anodin, ça ne fait pas mal. Nous avons essentiellement, bien sûr, ce qu'on appelle le frottis cervico-vaginal. On va essayer de prendre, bien sûr, avec une brosse ou bien une spatule, bien sûr, quelques cellules au niveau du col pour aller les analyser. Ou bien on fait ce qu'on appelle l'inspection visuelle au ligol, ou bien l'inspection visuelle à l'acide acétique, communément appelé IVA-IVL, qui vont nous permettre de dire que, ah, attention, il y a des lésions. Et alors, s'il y a des lésions, nous allons passer, bien sûr, à la biopsie. La biopsie, c'est prendre, bien sûr, une partie de celui du col pour aller les analyser par l'anatomopathologiste qui va confirmer ou infirmer le diagnostic du cancer du col de l'utérus. OK? Alors, le dépistage, pratiquement aujourd'hui, dans nos services, pratiquement, ça se fait tous les jours. C'est vrai, il y a des campagnes également, bien sûr, le dépistage du cancer du col, mais nous appelons aux gens de venir faire le dépistage du cancer du col. Plus c'est dépisté précocement, plus, je le dis, je le répète, la chance de guérir est énorme. Merci. Très simple. Merci. On parle de cause, on ne peut pas parler de cause sans parler de conséquences. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Merci bien. En termes de conséquences, je dirais plutôt les signes. Nous avons les saignements vaginaux après les rapports sexuels. Une femme qui saigne après un rapport sexuel doit aller consulter. Les métrorragies, c'est quoi? Ce sont des saignements en dehors des règles. Elle a vu les règles et après les règles, elle se met encore à saigner. Nous avons la douleur pendant les rapports sexuels qu'on appelle les dyspareunies. Nous avons également les pertes vaginales, les leucorrhées qui sont fétides, qui ont une mauvaise odeur. Nous avons également les douleurs pelviennes. Nous avons également des douleurs lombaires. Avec ces éléments, la femme a un stress énorme. Elle est angoissée. Elle est stressée. Elle est angoissée. Elle a peur. Parce qu'elle sait qu'en fait, dans le fonctionnement normal, dans la physiologie normale de son organisme, bien sûr, il y a une variété. Ça varie. Donc, ça va la faire en sorte. Une femme qui n'a jamais saigné en dehors des règles et qui se met à saigner, imaginez ce que ça peut faire. Imaginez qu'elle a des douleurs pelviennes de façon permanente. Imaginez que le stress va l'empêcher de faire son travail. Imaginez l'odeur quand elle entre dans les groupes de femmes. Elle a une odeur caractéristique.
Donc, il y a énormément de conséquences par rapport au cancer du col de l'utérus. D'accord. Maintenant, parmi les conséquences, docteur, est-ce que le cancer du col de l'utérus peut empêcher une femme de tomber enceinte? Bon, merci bien maintenant cette question, c'est une très belle question. D'abord, pourquoi on dit d'aller faire le dépistage? Dépister précocement, il y a des techniques de prise en charge. Quand le cancer est limité spécifiquement sur le col, il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut faire la conisation du col, on peut juste enlever le col. OK? Alors, on peut également utiliser la lame thermique pour raser le col. Si cette femme, bien sûr, elle peut bien et belle tomber enceinte après guérison. Et alors, imaginez qu'elle est arrivée à un stade très avancé. Alors, dans la prise en charge, il arrive parfois que dans la prise en charge chirurgicale, on enlève l'utérus. Ce qu'on appelle la colpohystérectomie, bien sûr, hystérectomie élargie, bien sûr, qu'on appelle le Wartem. On enlève et l'utérus et on enlève également les ovaires. Alors, cette femme, ce n'est plus une évidence. Mais dans d'autres pays, bien sûr, on peut bien sûr faire enlever les ovocytes pour les conserver pour une éventuelle, bien sûr, fécondation in vitro avec, voilà. Mais elle, ce n'est plus évident encore. Si elle n'a pas d'utérus, elle ne peut plus encore faire d'enfant. Donc, dépister tôt, traiter tôt, elle peut continuer avec ses rapports sexuels, elle peut également faire de maternité. Mais dépister tard, bonjour les dégâts. Maintenant, docteur, existe-t-il un traitement efficace qui peut faire disparaître complètement cette maladie ici au Mali, Très bien. Du Mali? Merci madame, également une très belle question. Le traitement spécifique pour dire qu'on va éliminer le cancer du col de l'utérus, pour le moment, nous sommes sur le volet prévention. Il ne faut pas que ça arrive. La prévention. Et la prévention va passer par quoi? Le dépistage du cancer du col de l'utérus et bien sûr la vaccination. La vaccination chez les jeunes filles de 11, bien sûr, à 14 ans. Et parfois, on peut rattraper également jusqu'à 19 ans si elle n'a jamais fait de rapport sexuel. Mais une fois qu'on a le cancer, on traite le cancer. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est surtout lorsque c'est dépisté très tôt, lorsque nous sommes au stade de lésion précancéreuse, c'est encore plus utile de faire le traitement. Et quand à des stades avancés, le traitement est très onéreux, ça veut dire très coûteux, et parfois avec des résultats décevants. Donc, vaut mieux aller tôt à l'hôpital pour le dépistage, pour les lésions précancéreuses, avant d'aller. Parce qu'il y a les stades. Alors, du stade précancéreux au cancer du col de l'utérus, il faut environ 13 à 15 ans. Donc c'est important pour les femmes, bien sûr, d'aller faire le dépistage. Imaginez, aujourd'hui, toute femme qui a eu la chance de voir un médecin ne doit plus encore mourir du cancer du col de l'utérus. Parce que, bien sûr, en dehors de la grossesse, toutes les femmes qui sont en activité génitale, bien sûr, nous les envoyons directement de façon systématique pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, une femme, une fois elle a été vue par un agent de santé, un médecin, un spécialiste, un gynécologue, ne doit plus encore mourir du cancer du col de l'utérus. Je dis, je le répète, je ne sais de le dire, dépistage précoce. Dépistage de façon précoce. Quand on est au stade du cancer du col de l'utérus, on fait le traitement. Le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4. Donc quand on est au stade 1, on peut faire quelque chose. Stade 2, on peut faire quelque chose. Mais quand on va au stade 3, ça veut dire que déjà il y a des lésions des organes de voisinage, la vessie, le rectum. Stade 4, ça veut dire que déjà il y a des métastases jusqu'au niveau des poumons. Parfois, ce n'est pas une évidence. C'est pourquoi j'ai dit que le traitement est onéreux, très coûteux et parfois décevant. D'accord. OK? D'accord. Merci. Maintenant, docteur, peut-être que ça peut paraître bête, mais quand on veut savoir, c'est jamais bête.
Est-ce qu'une femme qui a atteint vraiment le stade 4, qui a vraiment le cancer du col de l'utérus, peut le transmettre à son partenaire? Merci, très belle question. Comprenez d'ores et déjà qu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Ok. Voilà, Parce que c'est surtout, non, même pas. Okay. Parce que le human papillomavirus qui est incriminé, qui est un virus qui est incriminé, bien sûr, ça se transmet par les rapports sexuels. Ok. Donc aujourd'hui, c'est une maladie sexuellement transmissible. Comme le VIH. Mais ce n'est pas évident qu'une femme qui a un stade 4, est-ce que c'est évident de pouvoir faire un rapport sexuel avec elle? Ce n'est pas une évidence. D'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui connaît la maladie, tout ce qui entoure, de la douleur, la perte nauséabonde, la douleur intense, je ne pense pas qu'elle va penser à faire un rapport sexuel. D'accord. Ok, merci. Super important. Très bien. Maintenant, docteur, oui. La dernière question, c'est concernant le dépistage. Ça se fait une seule fois dans la vie ou si on le fait une fois, on doit Très bien. refaire le dépistage? Une question excellente. Alors, par rapport au dépistage, lorsqu'on fait le dépistage sur le frottis cervico-vaginal, c'est négatif. Une fois. Négatif 2 fois. Négatif 3 fois. On te permet de faire chaque 2 ans. Okay. Quand c'est négatif encore 2 fois, tu vas le faire chaque 5 ans. Et quand tu vas arriver à 65 ans, si c'est négatif, ça veut dire que tu ne feras jamais le cancer du col de l'utérus. Ok. C'est clair? C'est important. Oui. Voilà, docteur. Merci. Monsieur Rajé, Oui. si tu as une question pour le docteur ou si tu as une réaction par rapport au thème. Non, moi, peut-être des questions. Ok, vas-y. Voilà. Bon, moi, j'aimerais juste comprendre quelles seraient les conséquences pour les hommes par rapport à ça, si ton partenaire a des infections pareilles comme ça. Là. Ok. Et que tu rentres en entretien avec elle, quelles seraient vraiment les conséquences pour toi en tant qu'homme? Très bien. Voilà. D'abord, c'est que le plus souvent, la plupart des hommes ont ce qu'on appelle le human. En tout cas, dans ta vie, tu as été en contact avec le human papillomavirus. Mais la persistance de ce human papillomavirus au niveau du col de l'utérus, c'est ça qui va donner une métaplasie. Sinon, en général, chez l'homme, il n'y a pas de souci. Mais quand ta femme est malade, elle fait un cancer du col de l'utérus, la conséquence chez toi, c'est que, en termes de dépenses, en termes d'accompagnement, c'est énorme pour un homme. Parce que j'ai dit, c'est onéreux, c'est très coûteux. Alors, ça va faire souffrir un peu la poche. Ça, c'est la conséquence principale chez l'homme. Oui. Parce que toi-même, tu es stressé. Tu es stressé. Les enfants aussi sont stressés. La famille est stressée. La société est stressée. Oui. Donc, c'est énorme en termes de conséquences. Vous comprenez? Oui, pour l'homme. Pour l'homme. Oui. Parce que c'est la famille. C'est ta femme. Imaginez qu'elle est malade. Tu dois l'accompagner à l'hôpital tous les jours. Si toutefois, quand on va arriver au niveau traitement, si on doit faire des traitements, imaginez, ça va empiéter bien sûr sur ta poche. Et voilà, une femme déjà enceinte qui a atteint le cancer de col de l'utérus. Très bien. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur l'enfant? Très bien, très bien. Très belle question également. Ça rentre dans le cadre de la prise en charge. Une femme peut avoir une grossesse et tomber enceinte. Ou bien, ça n'a pas été su très tôt, elle a eu une grossesse sur le cancer du col de l'utérus. Alors, si elle est en début de grossesse et que le cancer a été diagnostiqué, le mieux, c'est de faire une interruption thérapeutique de la grossesse et de faire la prise en charge. Parce que, aujourd'hui, on va dire, attention, c'est la vie de la femme qui est en danger. En ce temps-là? Bien sûr. Okay. Parce que le cancer, ça tue. C'est mortel. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut laisser évoluer la grossesse ou bien il faut laisser mourir cette femme? Mais lorsque ça a été découvert à un stade
très avancée de la grossesse, là, on ne peut plus faire une interruption thérapeutique de la grossesse. Là aussi, on fait une césarienne. Et après la césarienne, on enlève également l'utérus, ce qu'on appelle une hystérectomie. On enlève l'utérus. OK? Pour qu'elle puisse faire la radiothérapie, la chimiothérapie si c'est nécessaire. Mais en début de grossesse, il faut faire une interruption thérapeutique de la grossesse pour faire la prise en charge. Parce que plus les jours passent, plus les mois passent, plus le cancer gagne du terrain. Donc il faut arrêter le processus pour commencer le traitement. Je dis bien, et lorsque la grossesse a atteint vraiment un âge, pratiquement plus de 6 mois, on ne peut plus encore faire une interruption thérapeutique de la grossesse. Alors on laisse évoluer la grossesse. Si l'accouchement par voie n'est pas, on fait une césarienne et après on fait une hystérectomie. Puis je dis bien pour permettre de faire la prise en charge. C'est clair, mon cher ami? Okay, merci, docteur. Merci. Merci, Nana. Merci. Merci. Maintenant, docteur, Oui. un conseil par rapport au thème, aux D'accord. femmes, aux hommes. D'accord. D'abord, est-ce qu'il n'est pas mieux de parler d'abord de l'aspect traitement? Allez-y. Merci. Alors, la prise en charge du cancer du col de l'utérus est multidisciplinaire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le gynécologue qui traite le cancer du col de l'utérus. Okay. Bien sûr, nous avons le gynécologue chirurgien, nous avons l'anatomopathologiste, parce que si on fait la biopsie, on va envoyer l'anatomopathologiste, bien sûr, qui va confirmer ou infirmer le diagnostic. Nous avons également le radiothérapeute, parce qu'il y a également dans le traitement, il y a la radiothérapie. Nous avons également la chimiothérapie. Okay. Donc, tout ce poumon entre la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Alors, la chirurgie, bien sûr, est possible. Et surtout, je dis bien, quand on est à un stade de début, on peut faire, parce que si on arrive au stade 4, on fait ce qu'on appelle la chirurgie de propriété. Parce que déjà, la lésion a atteint déjà, il y a eu des métastases. OK? Alors, cette chirurgie, nous avons le wartime, qui consiste bien sûr à enlever l'utérus et les annexes, corpo-hystérectomie élargie, wartime. Nous avons également, dans la chirurgie, beaucoup de variantes, comme je disais au début. Nous avons la conisation, nous avons l'amputation du col, et nous avons également, bien sûr, l'intervention du chota, qui consiste à enlever l'utérus par la voie basse. Okay. Nous avons également la radiothérapie, et nous avons la chimiothérapie. Alors, le traitement va dépendre du stade où on a découvert le cancer. Il y a des stades où, seulement avec une conisation, on parvient à juguler la maladie. Seulement, bien sûr, avec l'amputation du col, on parvient à juguler la maladie. Mais quand c'est un stade avancé, certes, on peut faire la chirurgie, mais déjà, il y a des métastases. Donc, à plus de la chirurgie, il va faire la radiothérapie et ou la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie peut être associée à la radiothérapie, la chirurgie peut être associée à la radiothérapie, la chirurgie peut être associée également à la chimiothérapie. Par exemple, pour les grosses tumeurs, il faut faire la chimiothérapie d'abord pour réduire la masse de la tumeur avant de passer à la chirurgie. D'accord. Voilà. Okay. Merci. Merci bien. Maintenant, le conseil. Merci bien, Madame Nana. En termes de conseil, à nos chères épouses, à nos sœurs, à nos tantes, à nos mères, à nos filles, c'est de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut faire le dépistage. Il faut aller vers le dépistage. Il faut fréquenter les centres pour le dépistage. OK? C'est important pour moi. C'est capital. Imaginez, je le dis, je le répète, du stade précancéreux, les lésions précancéreuses, au stade du cancer du col, imaginez, il faut 13-15 ans. C'est énorme. Ça sous-entend que c'est une maladie silencieuse. Je le dis, une fois que tu fréquentes les centres, tu as été vu par un agent de santé, tu as été vu par un médecin, en principe, tu ne dois plus mourir du cancer du col de l'utérus. Mais si les gens ne viennent pas dépister tôt, malheureusement, on voit les stades avancés. Je le dis encore, la prise en charge est très onéreuse.
parfois pour des résultats décevants. OK? Le dépistage est un moyen efficace, surtout lorsqu'il est réalisé de façon précoce. La lutte contre le cancer du col reste encore une priorité, puisque c'est un problème de santé publique. Mes chères dames, chères téléspectatrices, de grâce, allez-y vers le dépistage. Faites le dépistage, faites encore le dépistage et faites encore le dépistage. Merci. D'accord. Okay. Merci, docteur, vraiment. Merci pour le temps accordé. Merci pour les éclaircissements. Merci. Nous espérons vraiment que ce thème vous aurait servi à quelque chose et que tout ce que le docteur vous a dit, surtout concernant le dépistage, que c'est rentré par ici et c'est resté. Donc voilà, c'est très important. Merci. Allez vous faire dépister. Dépister. Voici pour vous tout de suite, Fashion ou Fashion Faux Pas. Voilà, dans Fashion ou Fashion Faux Pas aujourd'hui, nous allons parler de Royaume de la Sape, Zik Makeup et puis le conseil de styliste. Donc, comme toujours, je suis habillée par Royaume de la Sape, je suis Pape, au Hall de Bamako, non loin de l'agence de Malitel. Donc, il a une boutique de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants. Faites un tour et n'hésitez pas à le contacter. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans, c'est le 76 22 62 11. Maintenant, venons aux merveilles de Zik Makeup, les pinceaux magiques de Zik Makeup. Donc, voilà. Elle, c'est sur la route de la Deken Golf, au niveau de Ben Carré. Arrivez là-bas, vous pouvez l'appeler. Son salon est juste à droite. Son numéro aussi s'affiche au bas de vos écrans, c'est le 94 32 31 05. Donc, merci aussi à Zik qui fait de Nani Chou plus chocolaté qu'elle ne l'était déjà. Donc, merci Zik. Bisous là-bas. Maintenant, place au conseil de styliste. Nous avons demandé à notre styliste de renommée internationale, comme d'habitude, Moustapha Bagayoko du 228, qui répond. La question de cette semaine est: quelle tenue porter pour un rendez-vous dans sa belle famille? Il nous demande de manière générale, je vous conseille de porter des vêtements avec des coupes classiques, telles qu'une jupe fluide, un pantalon carotte, des chemisiers, des robes droites ou fluides. Montrez que vous êtes une fille pétillante et pleine de vie avec des couleurs ou des accessoires gais, comme le chemisier à fleurs, les escarpins de couleur, la pochette à fleurs, la veste de couleur, des bijoux pas trop extravagants, etc. En journée, vous pouvez opter pour un joli ensemble en basin, en wax ou en tissu. Mais de grâce, oubliez les décolletés, les jupes et robes, les vêtements trop courts ou trop transparents. Donc, pour finir, le make-up, restez naturel. C'est le plus important. Signé Moustil. Donc, merci à Mousse pour le conseil et nous espérons que ce conseil vous servirait à quelque chose. Donc, voilà, ainsi met fin à notre émission d'aujourd'hui. Donc, docteur, merci. Si peut-être on a oublié quelque chose, vous pouvez le mentionner. Ou si l'essentiel a été dit. Oui, l'essentiel a été dit, je pense. OK. D'accord, donc... Voilà, donc, juste dire merci à Adi, merci à Mme Nana, et également merci à nos téléspectateurs de Alafia TV. Merci, Mr. Agé. Donc voilà, toute bonne chose a une fin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le samedi, sur Alafia TV à 18h. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.